I will say the same in French. Nous allons conduire ce programme de façon bilingue. À l'origine, nous devions nous voir dimanche. Nous avons eu quelques problèmes techniques et on devait à nouveau se voir mardi, hier. Mais il se trouve que hier, vous savez ce qui se passait. Il y a eu le discours de Biya, il y a eu le discours de Kamto et de Karbala-Libi. Alors, priorité à l'actualité, comme on dit. Et notre rendez-vous initial le dimanche a été reporté aujourd'hui. Alors, ça tombe bien parce que c'est le 20 mai 2020. Ça fait exactement 48 ans. 48 ans que cet usage, cette tradition est devenue la fête nationale du Cameroun. Parce qu'il faut bien rappeler aux plus jeunes que la vraie fête nationale du Cameroun, comme ce matin ma petite fille m'a dit bonne fête d'indépendance, je lui ai dit que ce n'était pas le cas, parce que le Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960. I have to say it in English for those, if we have Anglophones here. I'm just saying that the really Cameroon independence, I mean, that's what we call a Republic du Cameroon. Their own independence happened 1st of January 1960. Now, I'm going to say it in French, but if we have an Anglophone here, I want you to say you are Anglophone, and I will say it in English, so I don't waste my time. Alors, l'indépendance du Cameroun, ce qu'on appelait la République du Cameroun, a eu lieu le 1er janvier 1960. C'est ce que les UPCistes appelaient l'indépendance nominale. Ils ont fait un communiqué depuis Conakry, je crois que c'était le 29 décembre 1959. Et ils ont dénoncé, parce que ce que les colons ont fait, ils ont donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins. Mais ce qu'on appelle une indépendance nominale, c'est-à-dire qu'on va assister au remplacement des gouverneurs à la peau blanche aux gouverneurs à la peau noire. Semblant d'indépendance. Contrairement à l'indépendance que réclamaient les UP6. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent il y a quelque temps, que les revendications de l'UPC, lorsque l'UPC a été créé en 1948, mais si mes souvenirs sont exacts, les revendications de l'UPC, il y en avait 3. La première des revendications, l'UPC demandait aux Nations Unies d'annuler la résolution qui avait confié la tutelle du Cameroun à la France. Ça, c'était la première revendication de l'UPC. La deuxième des revendications de l'UPC était l'unification avec la partie anglophone. Et l'indépendance seulement après. Et non comme on a fait les choses, c'est-à-dire indépendance nominale et ensuite réunification avec les anglophones. Donc les UP6 avaient 3 points de revendication. Le programme se résumait essentiellement en 3 points. Annulation par les Nations Unies du mandat confié à la France pour la tutelle, parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie française, elle n'a jamais été la colonie des personnes, parce que c'était un protectorat allemand. Il faut se rappeler que les Allemands sont venus au Cameroun à la faveur du deal qu'ils avaient conclu avec les chefs Sawa, et non avec le reste du Cameroun. Donc légalement, ça en faisait un protectorat, encore que ça peut se discuter sur le plan du droit international. Alors, les UP6 avaient donc réclamé qu'on retire à la France, ou du moins qu'on annule la résolution des Nations Unies ayant confié la tutelle du Cameroun à la France. Et le deuxième point, comme je le disais déjà, était l'unification avec le frais de la partie anglophone. Parce qu'il faut bien se rappeler que à la suite du traité de Versailles, du 28 juin 1919, on a divisé le Cameroun. On a pris les 5% du Cameroun et on a confié cette partie à la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne et la France avaient conjointement livré la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne a donc perdu ses protectorats, pas des colonies. Il y aura d'autres pays comme ça, dans le même cas que le Cameroun, entre autres le Togo, le Burundi, le Rwanda, la Namibie. Alors, dans le cas du Cameroun, on avait donc donné 95% du territoire à la France et 5% du territoire à la Grande-Bretagne. Alors, les 5% du territoire qui ont été confiés à la Grande-Bretagne vont être divisés en deux. Les Anglais vont diviser cette partie en deux parce que vous voyez bien que le Cameroun a une très longue frontière avec le Nigeria. Donc, il y a une partie qu'on va appeler le Northern Cameroon. C'est là où sévit aujourd'hui la nébuleuse terroriste Boko Haram. Cet endroit appartenait au Cameroun et c'était administré par les Britanniques en tant que Northern Cameroon, à l'opposé de Southern Cameroon, ce qui va devenir aujourd'hui les deux provinces que nous connaissons sous l'appellation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, on va donc diviser deux provinces, mais dans le cas du Southern Cameroon, c'est-à-dire ce qui est appelé Nord-Ouest et Sud-Ouest, on va avoir deux provinces. La capitale de la première sera Bamenda et l'autre sera Buea.
Et le Northern Cameroun va choisir d'être rattaché au Nigeria. Mais nous prenons un peu les étapes. J'y reviens. Quand le Cameroun a son indépendance en 1960, quand on dit le Cameroun, ce n'est pas l'intégralité du Cameroun, c'est ce qu'on appelle la République du Cameroun, c'est-à-dire la partie qui avait été confiée au mandat français. Et ils ont leur indépendance le 1er janvier 1960. Le Nigeria va avoir son indépendance en octobre 1960 de la même année, c'est-à-dire 10 mois plus tard. Mais ça va poser problème parce que le Southern Cameroun étant rattaché à la fédération du Nigeria, je dis bien à la fédération, pas au Nigeria, parce que le Nigeria à l'époque n'est pas un État indépendant. Donc les Britanniques se disent, nous n'allons pas créer une nouvelle colonie, nous allons administrer le Southern Cameroun à partir de la fédération du Nigeria que nous administrons déjà, et nous allons rattacher cette partie à l'est du Nigeria, au pays des Igbo, ce qui va devenir plus tard le Biafra, etc. Alors, pendant 50 ans, nos frères anglophones sont rattachés à la fédération du Nigeria. Certains d'entre eux vont participer au Parlement nigérian. Quand je dis Parlement nigérian, nigérian sous occupation, sous administration britannique, bien sûr. Alors, ils vont participer au Parlement, ils seront même élus là-bas. Il y en aura des ministres. Vous avez connu certainement le vieux Moukete qui nous a quittés il y a quelque temps. Il a été député là-bas, il a occupé des portefeuilles ministériels. Mais nous sommes dans le Nigeria sous administration britannique. Il y aura une conférence, la conférence d'Ibadan en 1950. Le Southern Cameroun, qui devait normalement avoir son indépendance dans la foulée de celle du Nigeria, n'aura pas d'autre choix. C'est-à-dire que les Britanniques vont demander aux Nations Unies d'organiser ce que les gens appellent un référendum. En fait, ce n'était pas un référendum, c'était un plébiscite. Parce qu'en droit international, un référendum et un plébiscite, ce n'est pas exactement la même chose. Ils n'ont pas les mêmes implications légales. Les anglophones qui voulaient avoir une autonomie, enfin ils avaient déjà une autonomie puisqu'ils avaient un parlement, mais ils voulaient avoir un État à eux, distinct du Nigeria et distinct de la République du Cameroun. Mais ils n'auront pas d'autre choix que de choisir soit d'être rattachés au Nigeria, soit d'être rattachés au Cameroun. Le docteur Emmanuel Ndele, sa préférence, c'était d'être rattaché au Nigeria ou d'avoir l'indépendance. Il y a eu Djongo Foncha, Salomon Tandemuna et Augustin Ngwa Ndju. Ceux-là vont préférer être rattachés au Cameroun. Parce que, disait-il, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, c'est dans ce contexte que le 1er octobre 1961, les anglophones, le Southern Cameroun, se rattachent à la République du Cameroun. Alors ça va faire deux États distincts, avec des mentalités et des cultures différentes. La République du Cameroun a été sous administration française, la langue nationale, la langue d'usage, c'est le français, les autres parlent anglais. Mais là encore, on va avoir un problème. On va avoir un problème dans le style de l'administration. Les Britanniques ont adopté ce qu'on appelle indirect rule, c'est-à-dire que c'est un gouvernement indirect. Ils ont colonisé leur colonie. Dans leur colonie, ils ont appliqué la règle de indirect rule. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on laisse aux chefs traditionnels le soin de gouverner leur peuple selon leur tradition, à charge pour eux de collecter les impôts et de leur reverser à l'administration britannique, à l'administration coloniale britannique. Alors, du côté français, c'est l'assimilation. Il faut parler français, il faut penser, manger, vivre comme les Français, s'appeler comme les Français dans certains cas, comme vous voyez mon nom par exemple. Donc, c'est ces deux peuples-là qu'on va essayer de mettre ensemble le 1er octobre 1961. Tout de suite, on va voir des dissensions. C'est vrai que les leaders anglophones sont de bonne foi, mais avant le 1er octobre 1961, petit retour en arrière, en juillet de cette année-là, la délégation des anglophones et des francophones se rencontre à Fumban. Alors Fumban, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est dans l'ouest du Cameroun. Ils vont se rencontrer là-bas. Les anglophones vont venir de bonne foi. Ahidjo, le président camerounais de l'époque, va venir entouré de ses conseillers français. Avec des juristes français, ils ont préparé des accords qui ligotent carrément la partie anglophone. Alors, des années plus tard, les anglophones vont se rendre compte qu'ils n'ont littéralement rien obtenu dans ces accords. C'est-à-dire que tout ce que les francophones souhaitaient, désiraient obtenir, ils l'ont obtenu
au détriment des anglophones. Mais néanmoins, nous sommes dans un contexte de fédéralisme, c'est-à-dire deux États. Si vous regardez les drapeaux camerounais de l'époque, ils sont frappés de deux étoiles, symbolisant les deux peuples. C'est-à-dire qu'on va avoir Ahidjo, président de la République du Cameroun, on va avoir Foncha, qui est le premier ministre de la partie anglophone, mais qui est le vice-président de la République du Cameroun globalement, pour bien signifier l'égalité du deal qu'on a entre francophones et anglophones. Mais ça ne va pas durer. Certes, les anglophones ont le Parlement, certes, ils ont le droit. Le droit en vigueur chez les anglophones, c'est ce qu'on appelle le common law. C'est le même droit qui est en vigueur au Royaume-Uni. Or, le droit en vigueur chez les francophones, c'est le droit napoléonien. Ce n'est pas la même chose. Les anglophones font des études en anglais, les francophones les font en français. Mais dès le début, on va apercevoir des choses. Parce qu'à l'époque, la seule université au Cameroun, c'est l'université de Yaoundé. L'université de Yaoundé qui a été conçue sous le modèle d'une université française. Donc, vous avez les anglophones qui vont à l'école depuis la maternelle jusqu'en terminale, qui ont le baccalauréat, tout en anglais, et ils viennent à l'université à Yaoundé pour prendre des cours en français, dont ils ne parlent pas un seul mot. Donc, on va déjà commencer à avoir les premiers malaises. Mais les anglophones vont commencer à faire des revendications d'ordre juridique. Ils disent que il manquait dans les accords un document qu'on appelle Ungares, un document qui date de 1608. C'est-à-dire que ce document n'a pas tenu compte du fait que la Grande-Bretagne a violé le droit des anglophones en ne leur laissant d'autre choix que celui soit d'appartenir à la République du Cameroun, soit celui d'appartenir à la Fédération du Nigeria. Donc, on va apercevoir les premiers craquements. En 1966, lorsque Ahidjo a l'intention de supprimer le multipartisme au bénéfice de ce qu'il a appelé le parti unifié, on va entendre un premier son de dissonance, discordante, j'allais dire, de la part de Augustin Gouandjou, qui était premier ministre de la partie anglophone à l'époque, qui rappelait au président camerounais d'alors que le fédéralisme était l'union de deux États qui symbolisaient deux peuples aux cultures tout à fait différentes. Donc il n'était pas question pour eux d'être absorbés dans la République du Cameroun, majoritairement francophone, et d'être franconisés. Voilà ce qu'ils disaient à l'époque. Mais néanmoins, on va aller jusqu'en 1972. Le président du Cameroun de l'époque, poussé par ses conseillers français, va pousser les anglophones à l'unification. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État fédéral va disparaître pour laisser la place à l'État unitaire. De République fédérale, on passe à République unie du Cameroun. La partie anglophone perd complètement son autonomie puisqu'elle se fond dans la République unie du Cameroun et donne lieu à deux provinces. La province du Nord-Ouest, capitale Bamenda, la province du Sud-Ouest, capitale Boya. Mais les anglophones sont minoritaires numériquement. Et ils ont l'impression que, habitués qu'ils étaient quand ils étaient dans la Fédération du Nigeria, bénéficiant de l'autonomie, ils ont l'impression qu'ils sont entrés dans un mariage de dupes, dans un état policier, où on demande les papiers, on contrôle les papiers d'identité dans la rue, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, etc. Donc il y aura des malaises. Mais tout ce que les anglophones vont réclamer, c'est l'application effective de ce qui s'est passé sous le fédéralisme. Mais les francophones vont faire la sourde oreille. Mais la précision importante à avoir, on va se poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est en 1972 que s'est opéré au Cameroun l'unification, pardon. Mais tout simplement parce que c'est à l'époque où les Français découvrent le pétrole au Cameroun. Et le pétrole qu'on découvre au Cameroun se situe chez les anglophones, en zone anglophone. Donc il n'est pas question de les laisser partir, alors qu'il y a du pétrole dans leur zone. Donc il y a cette manœuvre. Mais les anglophones, encore une fois, n'étaient pas de nature belliqueuse. C'est-à-dire qu'ils ont espéré que les choses allaient s'arranger. Mais plus les années passées, c'était la fuite en avant. Petit à petit, les francophones commençaient à envoyer des policiers, des magistrats, des enseignants qui ne parlent pas du tout l'anglais. On les envoie en zone anglophone. Il y a des policiers qui font un contrôle de papier dans la rue, à Bamenda par exemple. On interpelle une vieille maman, on lui parle le français.
alors qu'elle ne parle pas du tout un seul mot du français, et pour cause, c'est comme si vous alliez parler anglais à Ebolova ou bien en Gaoundéré à une maman qui ne parle que le français. Donc il y a cette espèce de malaise qui a commencé à grandir, et les anglophones, petit à petit, ont eu le sentiment qu'ils étaient assiégés chez eux. C'est-à-dire que dans leur propre pays, ils étaient considérés comme des laissés pour compte, c'est-à-dire que des citoyens de seconde zone. Alors le malaise va commencer à grandir. On va voir des groupes de pression, on va voir quelque chose qui va s'appeler le All Anglophone Conference, après on va voir le Southern Cameroon Council, ce genre de choses. Mais même jusque-là, ils étaient disposés à discuter, et puis dans le pire des cas, obtenir le rétablissement du fédéralisme intégral tel qu'il avait lieu entre 1971 et 1972. Mais véritablement, face à l'attitude des francophones, enfin de l'administration francophone, parce qu'il faut bien expliquer qu'il faut faire une nuance entre l'animosité qui existe entre les anglophones et l'administration camerounaise manipulée par la France, et puis les populations francophones elles-mêmes, qui ont des liens avec leurs frères anglophones, ils ont de la famille là-bas, ils se marient souvent entre eux. Donc il faut faire cette nuance-là. Mais le problème, c'est que les anglophones vont avoir l'impression de ne pas être compris, ou alors qu'on ne faisait pas cas d'eux. Alors c'est ça qui va nous amener à la crise que vous connaissez aujourd'hui. J'y reviendrai après une petite pause, mais néanmoins, le moment était bien choisi parce que ça fait, théoriquement, aujourd'hui ça fait 48 ans qu'il y a eu l'unification. Mais on aurait pu célébrer ça fraternellement. Mais pour les anglophones, un anniversaire comme celui-ci laisse un arrière-goût. Pour eux, c'est le jour où on leur a enlevé leur souveraineté. C'est un jour de deuil pour tout dire. Et nous sommes en point de... On parle de négociations à Genève en ce moment. Est-ce que ça va aboutir? Dans quel sens est-ce que ça va aller? Nous en parlons immédiatement après une pause musicale. Merci. Alors, le Southern Cameroun a fait partie du Cameroun depuis le 1er octobre 1961. Et c'est à partir de l'unification, le 20 mai 1972, dont nous fêtons le 48e anniversaire aujourd'hui, que les problèmes vont apparaître. Mais en 2002, lorsque on décide de restituer la presqu'île de Bakassi à l'État du Cameroun, les anglophones vont se rappeler que cette partie fait partie intégrale de leur pays. Et salut Positif Impact qui arrive, merci, bienvenue. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des problèmes avant cela, parce que je vous ai dit que le Cameroun a eu son indépendance, c'est-à-dire la partie francophone qu'on appelait la République du Cameroun, a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Alors, à cette date, les anglophones, ce qu'on appelle le Southern Cameroun, aujourd'hui constitué des provinces du sud-ouest et du nord-ouest, font partie de la Fédération du Nigeria. Donc ils ne sont pas avec la République du Cameroun. Donc quand ils rejoignent la République du Cameroun le 1er octobre 1961, cette union va être appelée fédéralisme. On va dire République fédérale du Cameroun, en prenant en compte les deux entités. Les francophones et les anglophones. Mais en 1984, l'actuel président camerounais va revenir unilatéralement sur l'appellation de République unie du Cameroun, qui donnait encore à nos frères anglophones le sentiment d'appartenir à ce pays en se faisant appeler République du Cameroun. Mais il y a un problème, parce que République du Cameroun, c'était déjà l'appellation des francophones en 1960, avant que les anglophones ne les rejoignent le 1er octobre 1961. Alors c'est comme si dans un couple,
il y a un des époux qui constate que l'autre a arrêté de porter son alliance. Ce qui met de fin de facto au mariage. Donc les anglophones se sont dit, mais vous appelez le pays République du Cameroun. Et nous alors, qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Parce que cette appellation était déjà la vôtre en 1960, lorsque nous étions appelés le Southern Cameroun et que nous faisions partie de la Fédération du Nigeria. Et une fois que nous vous avons rejoint le 1er octobre 1961, le pays a commencé à s'appeler République fédérale du Cameroun. C'est-à-dire que deux entités. Vous avez même fait République unie du Cameroun le 20 mai 1972. Là encore, on se sentait parti pris. Parce que si on dit République unie, ça veut dire que c'était d'abord deux républiques qui se sont unies comme naguère le Yémen 1 et le Yémen 2. Mais brutalement, vous ne nous demandez pas notre avis et vous dites République du Cameroun. Mais ça veut dire que nous ne faisons pas partie de l'équation. Nous pouvons reprendre notre autonomie et notre indépendance. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux Camerounais francophones. Jeannette Gatineau, bonjour et bienvenue. C'est ce qu'il faut expliquer à nos compatriotes francophones. Car nous avons été malhonnêtes avec les anglophones. Il faut le reconnaître. Mais il y a comme une espèce de... Comment on va dire ça? De mépris vis-à-vis des anglophones. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent. Beaucoup de francophones ne sont pas au courant de leurs revendications, de l'historique, pourquoi nous en sommes arrivés là. Voilà, c'est les anglophones. Et qu'est-ce qu'on fait? On les appelle anglo-foolish. Dans leur propre pays. Ils se sentent comme des citoyens de seconde zone. Il y a Moncam Broadcast. Moncam Broadcast, welcome. And V. Gilbert, hi. Listen, this program was scheduled to be in English entirely. But when I started the show nearly an hour ago, there were no Anglophone around. And I was asking for you guys to let me know if you're around. So you just arrived. So I will say it again to you in English. I was telling people that Southern Cameroon has been part of Cameroon since October 1st, 1961. And we went on like that to have unification 20th of May 1972. But this union was never a happy one because Anglophone thought they were being ruled in an authoritarian manner that had no say in their own country and that they were robbed and that they were lied upon. That's what I was talking about. So positive is there as well. So that's the issue. And there was another issue, another legal issue where there was it a case, Jean Brismguen High, was it a case for Southern Cameroon, legal case? The answer, of course, is yes. If you go back to something called the Ungares law, it dated back in 1608, whereby the British government failed the Anglophone because the only choice they had is not a referendum, as people are saying everywhere. There were never a referendum in that place of the country. What people had was a plebiscite. Now, plebiscite in legal, in international law, is not exactly the same as a referendum. The only choice the Anglophone were ever given was either to be with what were then called the Republic du Cameroon or the Nigeria Federation under the British colonization. Now, Cameroon, as you know, what was called then La République du Cameroon and still called today, gained their independence 1st of January 1960. But during that time, the Southern Cameroon wasn't part of the equation because shortly after Cameroon gained its independence, Nigeria gained its own independence, I think, October 1960. But that's when Southern Cameroon was meant to have its own state. Because remind you, those of you who know a bit of history, there was something called Hayrik Dagov, welcome. There was something called a conference, the Ibadan conference back in 1950, where the Anglophone had some claim. They even went to London and they were successful. In saying to the British people in London that, look, we don't want to stay with Nigerians anymore, because I have to tell you that Southern Cameroon, they were 50 years in Nigeria and they suffered discrimination in the hands of Igbo people. So they didn't want to do that anymore. They didn't want to have anything to do with the Nigerians, because what happened, a lot of Nigerians, Igbo people mainly, came to the territory of Southern Cameroon, as it was then called, and they established there. And our Anglophone brother did suffer in their hands. So when there was this meeting in London prior to independence, the Foncha, Augustine,
Augustine Njua, Tandemuna. They said, look, we don't want to have anything to do with Nigerians. But that does not mean that we want to join the Republic of Cameroon. We want to have our own state. We want to manage our own affair. So, to some extent, they gave them autonomy status. They had their own parliament, as you all know, all these things. But because, look, I will come back to you, talking about 1,070 kilometers. I will come back to you in a minute. Now, these people were lied upon because when they went into federation with the Republic of Cameroon, October 1st, 1961, they were promised equality. They were told, look, we're not going to have you implementing French administration rule in your part. You will have common law as it is in London. You will do things in English. You will manage your own affair, and we will manage our own affair. Now, we only come nationally together to do together what we are best at achieving as such. Just like it happened in the United States when we talk about federalism, or even in UK for that matter. I mean, what we have here is a devolution, which is as good as federation. The same happened in Germany. So that's what Anglophone thought they were going into. But once they entered that deal, that was never a happy union. It was never a happy union because after the referendum of plebiscite of 1972, when unification came along, Southern Cameroon did lose its status of a federal state. Federal state was replaced by a unitary state. And Southern Cameroon became simple provinces, two regions, northwest and southwest. But many people were not happy about this. But things were going on. There were revendication, people could manage. But in 1984, Paul Biya, on his own initiative, without consulting the Anglophone, went ahead and changed the name. Start calling, he said, no, we're not going to talk about the United Republic of Cameroon anymore. We're not going to be talking about La République du Cameroun. But forgetting that the La République du Cameroun was the very name that the Francophone already had prior to federation in 1961. So Anglophone said, look, hold on, this name is nothing to do with us. Because the name you are having were yours already before we went into the deal with you. But if you are not coming back to that name, we have nothing to do with you. Let us go our own way. You know, it's like in a marriage. You see a couple, one of the spouse is no longer wearing the wedding ring. And then you say, look, if you're no longer wearing the wedding ring, it means that the marriage is over. So let me go my own way. And that's what the Anglophone have been saying since day one. And my purpose, the purpose of me coming back on this is education. Because we have to call a cat by their name. Anglophone have been, Francophone have been dishonest with our fellow Anglophone brother. They've been lying to the Anglophone. We've been robbing them. Because the only purpose why we had unification in 1972 was because the French people actually discovered oil. And that oil was in the Anglophone people place. Which they don't benefit of that oil at all. So we have to be honest. If we want to go forward, today is the 48th anniversary of that union. The union that wasn't really one. We have to go to our brothers and say, look, we are sorry. We apologize. We failed you. But instead of that, we are calling them terrorists. But as English people say, behavior breeds behavior. People will only behave toward you the exact way and manner you behave toward them. And that's what I was saying. Hear Anglophone people out. Sit down with them and listen to them. If you don't want them to go away, let's go back to federalism. I mean proper federalism. And stop paternalizing them, treating them like a children. So today, what are we celebrating? There's no cause for celebration. Today is this anniversary to the Southern Cameroon people is a very, very bitter one. It's very bitter one for them. It reminds them the day they were robbed, the way they were robbed of their sovereignty, the way they were lied upon, and the day they even enter into jail. And that's what it is. So you're not coming here to tell me that Happy National Day. No, it's not National Day. This is a sad day for all of us. Yes, it is for the Anglophone to start with, but it is to us as well. Because as I was saying the other day, you cannot be a human being and go freely
with what's going on, the killing that are going on there. People are sleeping outside. People are sleeping in the bush in their own country. And that cannot be on. We can never allow that to happen in our country again, whatever political situation we're going to choose. But all I'm saying to any Cameroonian, French-speaking Cameroonian, listen to me now. Go on and talk to our Anglophone brother. Apologize, because we ought to apologize. They haven't done, on my watch, under my watch, they haven't done anything wrong. We failed them. We've been doing that for years. We've lied to them, we've deceived them, and we've mistreated them in their own country. You know, some people calling them Anglo-foolish. Our fellow Cameroonian. For what? Just because they speak English and we speak French? We are discriminating our own brother, our own African brother, because we happen to speak another European language and they speak another European language. Come on, man. These are our brothers and sisters. So we should reach out for them and apologize. Apologize properly. And start things again from the beginning. And try to sort of solve some wounds. Heal some wounds. So that's the purpose. That's the purpose of my thing. So don't come here and tell me, oh, they've killed people there, they've done terrorism. What have you done to them? These people are in their own land. You go there. How did this thing start all the time? I mean, they were cooperative revendication to start with. We had solicitors, we had teachers, we had lawyers, judge, saying that, listen, we don't come here and ask us to speak French. We don't have to speak French. We are Anglophones. We speak English, for God's sake. If you want to speak French, go to Yaoundé, go to Bafoussam, go to Douala. If you come to Bamenda, if you come to Boya, you have to obey by the common law. That's our system. That's what we signed up to. October 1st, 1961. Remember, there was a prime minister in 1966, prime minister of Anglophone of Southern Cameroon at the time, called Augustin Gomjua. 1966, he saw the fraud coming, and he told Ahidjo, he said, listen, the federalism we are in is the mixage of two different people with two different cultures. So we don't want to be Francophones. We don't want you to be Anglophone. That's what that Prime Minister in 1966 said, I think some years before the unification, the charade of unification. So Anglophone have been saying, look, when you went to agreement in Fumban, July 1961, because before the adoption of federalism in 1961, in October, I think, prior to that, in July, they went to Fumban for agreement. The Anglophone leader who went there, Augustin Joa, Tandemuna, Jongu Foncha, they went on good faith. They told, look, Ahidjo is our brother. He will not lie to us. We're going to have a gentleman agreement. So whatever he said to us there, we assume that he's doing it on good faith. Because you see the Anglophone, they have something called a gentleman agreement. Something that the Francophone don't know. Because if a Francophone say good money to you, it's a bloody lie. I'm telling you, because I'm one of them. So Anglophone thought, look, Ahidjo is a Cameroonian. If he say A, we don't have any reason to believe that he actually meant B. But unknown to the Anglophone was that Ahidjo came there, surrounded by his French masters, lawyers, experts, and all this. Anglophone was misled. Everything Ahidjo said, they say yes. They went ahead and do it. But unknown to them was the fact that on the very, very agreement they had, there was a hidden, you know, when you sign insurance, when you sign insurance document, you have to look very, very carefully because detail, they say the devil is hidden in the detail. Somebody is telling me that not to put the Francophone government in the same bag as on the Francophone people. That's true. But I have to say, it's my friend Marie Bell saying,
is my friend Maribel. Maribel is saying that I should not put the Francophone government with the Francophone people. Yes, but what you need to know is that majority of Francophone are ignorant, not because of their own doing. When I say they are ignorant about this historical fact, because they were taught another history. They were misled into believing into the government propaganda. So that's what I'm talking about, Francophone. I know that many of you do speak English. It's not like former generation. In fact, we've only had 2 presidents in Cameroon, and both of them never spoke English. Actually, Paul Biya, who is meant to be educated, has problem reading English. He's struggling with the English when they write things to him. So, what I'm saying is, history on this instance can help us heal our wounds. And when you fail somebody, the first thing to do is to acknowledge the wrong that you caused to them. And once you've done that, you then go into apologizing. That's the beginning of the healing. And if you don't do that, you go on doing other things, and you might reach the point of no return. So this is our chance. I'm talking to you guys, younger generation. This is our chance to do the right thing. And that starts by education. Dear Koum Célestine, yes, I agree with you. Alors, c'est ce que je disais. Je parle à mes amis francophones. Je salue Yo Mesli qui vient d'arriver. Nous sommes partis sur le postulat selon lequel, certes, ça fait 48 ans aujourd'hui qu'on aurait pu souhaiter, on aurait pu célébrer ça comme un grand anniversaire. 48 ans que les 2 Camerouns sont unis. Mais cette unification n'a jamais été une vraie unification, parce que on a eu l'impression que sous la dictée de la France, les 2 présidents qui ont gouverné le Cameroun jusqu'ici ont voulu en fait absorber la partie anglophone, transformer nos frères anglophones en francophones, ce qui n'était pas le deal au départ. Vous avez d'ailleurs vu que hier le président camerounais s'est exprimé. Il n'a pas dit un seul mot en anglais. On avait un interprète. Mais si c'est un pays qui est bilingue, il aurait au moins pu dire quelques mots en anglais pour faire pièce. Donc, c'est de ça que je parlais pour ceux qui viennent d'arriver, mes chers amis. Oui, on n'insulte personne, Christine Onana. C'est que nous sommes juste en train de dire. Et puis quand on parle des francophones, on ne parle pas des individus. Moi, j'en suis un aussi. Mais nous parlons de façon générale. Le système qui a été mis en place. Et tout le monde doit prêter. Parce que ce qui est valable pour les anglophones est valable pour les francophones aussi. Parce que si vous revisitez l'histoire de l'indépendance du Cameroun en général, à qui est-ce qu'on a donné l'indépendance? Les Français ont donné l'indépendance à ceux qui le demandaient le moins. En d'autres termes, les collabos. C'est-à-dire que, indépendant même du combat des anglophones, qui est un combat juste, mais à qui est-ce qu'on a donné l'indépendance? On a donné l'indépendance à ceux qui ne le voulaient pas, des gens qui étaient des collabos. Mais ceux qui réclamaient l'indépendance véritable, comme les Rouben Oumyobe, Ernest Wenji, Félix Moumier, Abel King, tous ces gens-là ont été massacrés. Voilà, donc il n'y a pas que le problème anglophone. Mais nous en parlons aujourd'hui parce que c'est le 20 mai. Le 20 mai qui était censé être une fête nationale, une fête d'unification. Mais nous célébrons en fait la discorde. Nous sommes en train de célébrer la discorde parce que quand vous célébrez ça, pour nos frères anglophones, ça leur rappelle plutôt de très très mauvais souvenirs. C'est le jour où on leur a menti. Voilà. Mais ayant dit cela, prenons l'histoire du Cameroun d'une façon globale. C'est une affaire des rendez-vous manqués. Les gens qu'on célèbre aujourd'hui comme nos pères de l'indépendance sont en réalité des collabos. Mais ceux qui se sont battus pour l'indépendance réelle du Cameroun, ceux-là, on les a massacrés. À cette époque, qu'est-ce qu'on disait d'eux? On disait que c'était des maquisards. On disait que c'était des bandits. Nous qui sommes allés à l'école très jeunes au Cameroun, qu'est-ce qu'on nous a appris? On nous a appris une histoire tronquée. Donc, tout le monde connaît à peu près l'histoire du Cameroun, mais il est bien de revenir dessus, rappeler à certaines choses, à certaines personnes, certains de nos frères, que les mêmes causes
produisent inexorablement les mêmes effets si on ne fait pas attention. Petite pause musicale les amis et on se retrouve. C'est Fokoum Gérard. Merci Fokoum. On y est ensemble. Cameroun moyen démon, que d'ici la tite, et des namons, et combat sans mieux, et Matimba et War, Cameroun de Tibicon, Poisson Bengue, au Congo na Bikondo, au Djedou na Bengue, na Madame Banjama, Bande na Ben, comme un petit copé, et Bolina, il a dit maintenant, Poisson Bengue. Que d'ici la petite et de la mort et combat sans mieux et Matimba et War Cameroun est typique Poisson Bengue comme un petit copé et Bolina il a dit ben des morts Poisson Bengue Sangwa sous Aïdjo Yansame au Dibier à Bolina dit la vie à ce badouille. Aïe Camerounais, Cameroun aïe Camerounais, Namawe aïe Camerounais, Yende Badibambe, aïe Camerounais, Yende Bakassa. Alors, les amis, bon retour. Il y a 2 semaines, nous parlions du sort qui était réservé aux nationalistes camerounais. On avait parlé, entre autres, des conditions de la mort de Oumyobé. On avait parlé aussi de la mort de Roland Félix Moumié. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a raconté beaucoup de versions. Vous savez, ces gens sont morts dans des conditions horribles. Et beaucoup de versions ont été servies à nos compatriotes. Dans le cas de Oumyobé, il faut revenir assez rapidement. J'avais fait un direct dessus que je n'avais pas conservé parce que la qualité des images n'était pas bonne. On avait passé à peu près 2 heures dessus. Donc je vais juste faire un bref récapitulatif pour ceux qui n'avaient pas suivi ce direct. Alors Oumyobé, il va faire son apparition dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que déjà quand on regarde les archives, ce que les colons disent de lui, parce qu'il avait fait l'école normale, il y avait un truc qui s'appelait l'école normale. Quand on regarde les archives, les colons disent de lui, élève studieux, mais raisonneur. Parce que peu avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il était étudiant, les colons ont fait un rapport disant que il avait initié un mouvement de protestation contre la mauvaise nourriture servie aux étudiants. Ensuite, on va avoir, quand il va finir ses études, il va travailler comme greffier à IDEA, il va occuper beaucoup d'autres postes, il va même animer des chorales, et il va animer des chorales, pardon, excusez-moi, très très religieux, mais en même temps, quelqu'un
comment on va dire ça, très très religieux, mais en même temps animiste aussi. Hein. Vous savez, animistes, les Africains, nous le sommes presque tous, malgré les différentes religions que nous adoptons, que ce soit l'islam ou le christianisme, etc. Bref, il va faire son entrée en politique à travers un syndicat créé par un Français. Mais ce Français était proche du Parti communiste français et de la CGT. La CGT, c'était l'unique centrale syndicale à l'époque en France et qui était affiliée au Parti communiste français. Et ces ennuis vont partir de là. Parce que je vous rappelle que nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La France a été défaite. La France a été occupée 4-5 années durant. Et quand la paix revient à la libération, le Parti communiste français est le parti le plus grand, le plus important. C'est celui qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le leader du Parti communiste, Maurice Thorez, il a passé la guerre en Union soviétique. Donc les soviétiques, les Américains, les Alliés se disent que si nous laissons prospérer en Afrique ceux qui ont des sympathies communistes, ça veut dire que c'est donner un pied à l'Union soviétique en Afrique. Alors ce qui fait que tous les leaders nationalistes vont être combattus, les leaders nationalistes africains vont être combattus au motif de leur sympathie communiste. Donc voilà déjà la première pierre dans la chaussure des leaders nationalistes, parce que en fait les seuls occidentaux auprès desquels ils trouvaient une oreille attentive, un peu de sympathie, c'était les communistes. Et il ne fallait donc pas laisser les communistes venir en Afrique. Donc tout mouvement indépendantiste, se réclamant de gauche, va être combattu dans ce but-là. Voilà. Donc il y a ce syndicat auquel est affilié Oumyoubé, et dans la foulée va naître l'UPC. Et les revendications de l'UPC, son programme politique, peut être réduit à 3 objectifs. Le premier, c'est d'obtenir des Nations Unies la suppression du mandat de tutelle que les Nations Unies ont confié à la France. Le deuxième programme, c'est l'unification entre les francophones et les anglophones. Et l'indépendance suit simplement en 3e point. Mais il va avoir des problèmes. C'est-à-dire que dès les premières manifestations, les colons qui sont installés au Cameroun, parce que les colons qui sont installés au Cameroun, c'est vrai, les Français sont en majorité, mais là-dedans, on compte d'autres Européens, on compte beaucoup de Grecs, on compte même des Syriens. Les Camerounais vont commencer à manifester parce que, revisitant les accords, Oumyoubé va s'apercevoir que en fait, le Cameroun n'a jamais été une colonie allemande, ni française d'ailleurs. Le Cameroun était un protectorat. Et revisitant donc les accords, il revendique des choses, il veut l'accès à l'indépendance, il veut la réunification, etc. Et les colons ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents, et ils tirent. Certains de ces colons sont armés, ils vont tirer, ils tirent à balles réelles. Il va y avoir des morts. Il faut rappeler que certains de ces colons passent des vacances en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud sous apartheid. Alors, donc, ils sont tentés de reproduire au Cameroun le modèle sud-africain. Donc ils ne sont pas du tout d'accord avec les revendications nationalistes. Et puis l'Église catholique va se mêler aussi. Bref, j'en avais déjà parlé. Je reviens dessus à l'intention de ceux qui n'y étaient pas. Il va y avoir des échauffourées. En France, c'est le début de la guerre. Nous sommes en 1954. En France, c'est le début de la guerre d'Algérie. On ne parle pas du Cameroun. Le Cameroun, c'est très loin. Et puis la France n'a pas les mêmes intérêts au Cameroun qu'en Algérie. La France est en Algérie depuis 1830. Elle a fait éclater ces pays, je crois, en plusieurs départements. Et ils ont un grand intérêt, ils sont installés, etc. Le Cameroun ne représente pas le même enjeu. Il y a quelques milliers de Français qui sont installés, etc. Mais toujours est-il dit que l'Algérie, pour le Cameroun, c'est l'arbre qui va cacher la forêt. Du fait de la guerre d'Algérie, on ne parle pas du Cameroun. On ne parle pas du Cameroun, on ne parle pas non plus des massacres qui s'y passent. Donc on peut
calmement, ils disaient pacifier, on peut pacifier, massacrer, etc. Parce qu'on va utiliser le napalm au Cameroun, un gaz mortel. Vous le savez déjà, ça, vous l'avez lu un peu partout. Donc, mais personne n'en parle. Parce que le Cameroun c'est loin, l'Algérie c'est la priorité, ils ne sont pas à l'âge des réseaux sociaux à l'époque, etc. Donc, sous le gouvernement de Pierre Mendès France, parce qu'à l'époque, nous sommes en 4e République, les gouvernements, certains durent 6 jours, certains durent 6 mois, le gouvernement de Pierre Mendès France est là, on va envoyer au Cameroun un nouveau haut commissaire, Roland Prey. Alors on lui demande, Pierre Mendès France lui dit, écoute, tu vas au Cameroun, tu regroupes tous les leaders des partis nationalistes et tu essaies de travailler avec eux pour avoir une issue. Parce que nous sommes au lendemain de la défaite de la France en Indochine. La France a été battue à Dien Bien Phu, elle a laissé beaucoup d'hommes sur le carreau. Donc on ne veut pas que ça se répète au Cameroun, donc il faut parler aux leaders nationalistes. Mais lorsque le gouverneur Roland Prey arrive au Cameroun, il commet l'erreur de ne pas demander l'avis des nationalistes, mais il leur impose un emploi du temps. Lui, il veut travailler à l'évolution de la situation économique. Et les nationalistes lui disent, mais vous êtes gentil, mais ça ne vous regarde pas. Ce que nous voulons, c'est l'indépendance. C'est de reprendre notre pays, gérer nos affaires. Donc, c'est le bras de fer entre l'UPC et le haut-commissaire Roland Prey. On va y aller et à un moment, on va interdire l'UPC. Mais quand cela ne tienne, les leaders UPC ne tiennent pas compte de cette interdiction. Oumiobe a créé un maquis dans son fief de Bomiebel, mais le gouverneur a donné l'ordre qu'il n'y sorte pas, c'est-à-dire qu'on l'encercle et qu'on puisse l'y contenir. Roland Félix Moumié tient un meeting à Douala, c'est un très grand tribun, il y a une foule pas possible, et il annonce aux populations que Oumiobe a créé un maquis pour libérer le Cameroun, etc. Le lendemain, il tient un même meeting à Yaoundé, et il y a une foule impressionnante. L'administration coloniale envoie des gendarmes, on essaie de chasser la foule les accueille avec des pierres, on casse la gueule à tout ce monde, et c'est la débandade. Mais c'est aussi l'escalade. C'est l'escalade parce que les leaders UPC sont alors recherchés. Wendy et Moumié vont retrouver refuge dans le Cameroun anglophone. Ils vont se cacher là-bas. Certains seront arrêtés et molestés, et d'autres seront tués. Quant à Oumiobe, il est dans sa cachette, il est dans son maquis, impossible de sortir. Alors les amis, nous arrêtons ici. Si ça vous intéresse, nous nous retrouvons demain pour la suite. Je voulais marquer le coup pour le 48e anniversaire de l'unification des deux Cameroun. Alors demain, si ça vous intéresse, ou un autre jour, nous allons parler de l'assassinat, nous allons parler de l'assassinat de Oumiobe et de l'empoisonnement de Roland Félix Moumié le 3 novembre à Genève, 1960. Voilà. Merci, et je vous laisse avec un peu de musique, et disons à demain, si ça vous intéresse pour la suite. Merci et au revoir. Destination Paris, soient priés de se présenter à la salle d'attente pour abattement immédiat. Amadou Aïdoé, Boboli Madene, Maman Boucheli Nalasoué, la Cameroun Airlines, Bato Newaï, Yola Cameroun Airlines, et Tonika Sambi Kobo, au Banseni de la Bangoye. Amadou Aïdoé, Boboli Madene, Maman Boucheli Nalasoué, la Cameroun Airlines, Bato Newaï, Yola Cameroun Airlines, et Tonika Sambi Kobo, au Banseni de la Bangoye. Transport
Musango Jamoni Kingo, Masango Kulenjanga, Bedinya Cameroon Line, Lopule Manolo, Oma BSN, Nagibene Peationgi, Idolo Nemi Compagnie. Como Sani Cafe, no Asiman que ya Mese, Naya Joy Bele Umaina, Ima Jemeno, Namusangue.